Garik et Zaza ont révélé avoir fui leur maison en Russie. Une nouvelle vidéo dévoile comment Poutine traite ses propres soldats. Une vidéo qui semble montrer des soldats russes bannis dans une cave sombre en béton pour avoir refusé de retourner sur la ligne de front en Ukraine. Nous avons des informations selon lesquelles l'armée russe aurait effectivement exécuté des soldats. Des soldats russes refusent qu'obéir et d'obéir aux ordres. La guerre de la Russie en Ukraine prend une tournure folle. On estime à 50 000 le nombre de soldats russes ayant déserté le champ de bataille. En choisissant de quitter l'armée de Poutine, ils abandonnent leurs unités, leurs commandants et le combat qu'ils étaient censés gagner. Depuis longtemps, le Kremlin essaie de cacher ces chiffres, mais l'importance de ces désertions est de plus en plus manifeste. Ces soldats risquent la prison, l'exil, voire la mort pour s'en sortir. Poutine est maintenant tellement exposé qu'il supplie la Corée du Nord de l'aider à compenser ses pertes. Qu'est-ce qui motive ces soldats à prendre une décision aussi périlleuse ? Dans cette vidéo, nous allons plonger dans la réponse à cette question et explorer la fuite croissante dans la machine de guerre russe, ainsi que ce que cela signifie pour la Russie et, en fin de compte, pour le monde. Pour saisir les raisons de la désertion massive des soldats de Poutine, il faut analyser leur réalité sur le terrain. En résumé, après 4 ans, la guerre ne correspond pas à ce qui avait été promis aux soldats russes. En février 2022, les troupes russes sont entrées en Ukraine avec un sentiment de confiance. Le Kremlin a qualifié cela d'opération militaire spéciale, pas de guerre, avec un message fort et clair. Ce serait rapide, propre et victorieux. On a dit aux soldats, dont certains avaient à peine 20 ans, qu'ils allaient entrer, prendre le contrôle et rentrer chez eux en héros en quelques jours. Ils ont cru à la propagande, s'attendant à être accueillis en libérateurs par les Ukrainiens russophones. Mais la réalité les a frappés de plein fouet. Au lieu de tout cela, l'Ukraine a riposté avec force. Les civils ont tenu bon, les villes ne sont pas tombées, et des cités entières ont résisté, entraînant l'effondrement des plans de la Russie. De jeunes soldats inexpérimentés se sont retrouvés plongés dans un cauchemar pour lequel ils n'étaient pas préparés. Ce choc initial a semé le doute qui continue de se répandre, les désertions en étant le signe le plus évident. La vie en première ligne est l'une des principales raisons pour lesquelles les soldats partent. Les conditions auxquelles ils font face chaque jour sont épouvantables. De nombreux soldats restent bloqués dans les tranchées pendant des mois, dans la boue et le froid. En hiver, les températures peuvent descendre jusqu'à moins 4 degrés Fahrenheit, soit environ moins 20 degrés Celsius. C'est la définition du froid glacial. Les soldats manquent souvent de vestes ou de bottes adéquates. Certains attrapent des engelures, rien qu'en essayant de rester au chaud. La nourriture est si rare qu'ils ont de la chance d'avoir un seul repas, comme un morceau de pain rassis ou une boîte de viande à peine comestible. Les provisions sont si limitées que certains creusent des tranchées à main nue, parce qu'il n'y a pas assez de pelles. Leurs vêtements s'usent, leurs doigts saignent à force de gratter la terre gelée, et aucun soulagement n'est en vue. Ce n'est pas l'armée forte et bien équipée dont le monde a entendu parler. C'est un système qui n'arrive même pas à prendre soin de ses propres hommes, et cet échec pousse les soldats à bout. On leur avait promis la gloire. Ce qu'ils ont eu, c'est des engelures, la peur, et un aller simple pour une guerre qu'ils n'ont jamais choisie. Si vous pensez que leur voix mérite d'être entendue, likez et abonnez-vous. Un simple clic aide ces histoires à briser le silence sur lequel Moscou compte. Au-delà des difficultés physiques, le fardeau mental est écrasant. Les soldats vivent dans la peur constante, les obus d'artillerie explosant à proximité et rendant le sommeil impossible. Ils voient leurs amis mourir sous les tirs de drones ou d'armes à feu, sans pouvoir prendre le temps de faire leur deuil. Le stress s'accumule, laissant beaucoup de soldats trembler ou sursauter au moindre bruit. Mais il n'y a pas que le danger. C'est le sentiment que cette guerre n'a aucun sens. Le Kremlin leur a dit qu'ils se battaient pour protéger les populations russophones ou pour rendre la Russie plus forte. Mais sur le terrain, les soldats voient en pot des maisons détruites et des civils morts. On leur dit de continuer à se battre, mais ils ne savent pas pourquoi. Ce décalage les ronge jour après jour. Quand on risque sa vie pour quelque chose qui semble inutile, l'esprit commence à se briser. Pour beaucoup, l'envie de fuir devient alors plus forte que la peur de la punition. Les échecs de l'armée ne font qu'aggraver la situation. Les commandants donnent fréquemment des ordres insensés ou qui mettent les soldats en grave péril. Certaines unités sont envoyées au combat sans plan clair, marchant dans des pièges parce que personne ne leur a dit à quoi s'attendre. La communication tombe souvent en panne avec des radios défectueuses, des batteries à plat et des soldats coupés de leur propre camp. Parfois, les soldats russes sont touchés par leur propre artillerie car les commandants ignorent leur position. Ce ne sont pas des erreurs isolées, elles surviennent fréquemment. On ordonne aux soldats d'attaquer une position pour découvrir qu'elle a déjà été frappée par leur propre camp, ce qui entraîne des confusions mortelles. Il est difficile de faire confiance aux responsables qui ne peuvent pas assurer votre sécurité. La perte de confiance des soldats envers leur propre équipement est un facteur majeur de leur départ. Le pire,
c'est que les commandants ne font pas que des erreurs. Ils sont souvent introuvables quand les choses se compliquent. Certains se cachent loin des combats, dans des endroits plus sûrs, laissant leurs hommes affronter seuls l'ennemi. D'autres donnent des ordres impossibles, puis accusent qu'au revoir les soldats quand les choses tournent mal. Des unités supplinent de l'aide, et demandent l'évacuation par radio après avoir perdu la moitié de leurs hommes, mais sont ignorés. Les soldats attendent des jours, voyant leurs amis mourir sans secours. Ce type de trahison est très douloureux. Affronter un ennemi coriace est une chose, avoir l'impression que tes propres chefs se moquent de ta survie en est une autre. Pour beaucoup de soldats, c'est un autre moment où ils décident qu'ils en ont assez. Pour les quelques commandants qui demeurent avec leurs troupes, la situation reste précaire. Beaucoup d'officiers expérimentés ont été tués en début de guerre ou écartés au profit de loyalistes pas toujours compétents. Ceux qui restent doivent gérer des soldats, qui ne leur font pas confiance, et des recrues qui ne veulent pas être là. Pour combler les vides laissés par les pertes et les déserteurs, la Russie utilise des groupes peu fiables, comme des prisonniers à qui l'on promet la liberté s'ils combattent, des mercenaires qui ne s'intéressent qu'à l'argent, et même des combattants étrangers, venant de pays comme la Corée du Nord. Ces groupes sont difficiles à contrôler. Certains membres désertent ou ignorent les ordres, contribuant au chaos. L'armée russe devient un ensemble disparate de personnes, dirigées par des officiers incapables de les contrôler. De retour au foyer, les familles des soldats affrontent leurs propres épreuves. Le gouvernement russe fait pression sur les épouses, les mères et les frères et sœurs pour qu'ils gardent le silence sur la guerre. Si elles demandent où sont leurs proches ou pourquoi ils ne sont pas rentrés, on leur dit souvent de se taire. Certaines risquent de perdre leur travail ou la garde de leurs enfants. Et ces menaces sont réelles. Le gouvernement exécute ces menaces, et des familles ont été arrêtées pour s'être exprimées. Cette mesure vise à dissuader les familles d'encourager leurs proches masculins à fuir, mais elle produit l'effet contraire. Les soldats découvrent que leurs familles subissent du harcèlement, ce qui augmente leur colère envers le système qu'ils défendent. Mettez-vous à leur place, et demandez-vous pourquoi vous risqueriez votre vie pour un gouvernement qui menace votre propre mère. C'est fou. Pourtant, pour les soldats qui ont choisi de rester et combattre, la réalité est souvent sombre. Compte tenu des facteurs mentionnés, de nombreuses unités subissent des pertes importantes en hommes. En ce moment, on estime à 1 million le nombre de pertes russes enregistrées dans cette guerre. C'est un chiffre énorme. C'est comme si la population entière de Dallas, Texas disparaissait, remplacée par de nouvelles recrues russes. Mais ce ne sont pas des soldats entraînés. Des gens ordinaires, dans la quarantaine, la cinquantaine ou fraîchement diplômés, avec peu de préparation. Après quelques semaines d'entraînement de base et équipés de vieux fusils parfois défectueux, ils sont envoyés au combat contre des combattants expérimentés dotés de matériel moderne. Un équipement médiocre réduit encore plus leurs chances de survie. Ces hommes sont jetés dans le même chaos que les vétérans, mais avec encore moins de chances d'en sortir vivants. Il n'est pas surprenant que beaucoup fuient, parfois avant même d'atteindre le front. C'est pire encore pour les blessés au combat. Malgré leurs blessures, certains soldats sont renvoyés au combat sans véritable temps de récupération, soignés juste assez pour pouvoir marcher. Beaucoup ont été renvoyés directement des tentes d'hôpital dans les tranchées, avec des bandages encore frais et des membres à peine fonctionnels. Les infirmiers sont souvent impuissants face aux ordres qui tombent rapidement. Si un soldat peut encore tenir un fusil, il est déclaré apte au service. Les soldats ont vu des hommes blessés par des éclats d'obus emmenés dans des camions vers le front. Ce traitement est courant. C'est en train de devenir la norme. Ce ne sont pas seulement des politiques dures, elles montrent à quel point l'armée russe est devenue désespérée. Quand une armée commence à réutiliser ses blessés, ce n'est pas seulement un signe de cruauté, c'est un signe qu'elle manque d'hommes. Et quand on est blessé, et qu'on est quand même forcé de se battre, l'idée de s'enfuir commence à sembler être la seule façon de survivre. Cependant, la désertion de l'armée russe n'est pas chose facile et comporte un énorme risque. Les soldats ne peuvent pas simplement déserter. Fuir implique le risque de prison, d'exil ou pire. Beaucoup se retrouvent dans des situations impossibles avec des choix impossibles. Pour des milliers d'entre eux, rester dans la guerre semble encore plus dangereux. Malgré les risques, ils tentent leur chance. Certains fuient à pied la nuit à travers forêts et champs, évitant patrouilles russes et points de contrôle ukrainiens. Chaque pas est un pari, où une seule erreur peut signifier se faire attraper ou tuer. Certains tentent de tromper le système en feignant des blessures pour être transférés à l'hôpital et s'échapper durant le trajet. Dans certaines régions d'Ukraine sous contrôle russe, des civils aident en offrant nourriture, abri et indications vers des itinéraires plus sûrs. Ces personnes prennent elles-mêmes de grands risques, mais elles voient le désespoir dans les yeux des soldats et veulent intervenir. Il existe aussi des réseaux secrets, souvent sur des applications comme Telegram, qui partagent des conseils pour éviter les points de contrôle ou se faire passer pour un civil.
Ces bouées de sauvetage donnent aux soldats une chance de survie, bien que difficile. Nous en reparlerons bientôt. Pour ceux qui parviennent à s'échapper avec succès, certains choisissent de ne pas garder leur fuite secrète. Certains rendent leur histoire publique après avoir atteint un lieu sûr et parlent du chaos qu'ils ont vu, des mensonges de leurs dirigeants, des morts inutiles et de la trahison de leur propre camp. Ces hommes décrivent une armée en train de s'effondrer, où les soldats sont envoyés au combat sans plan ni soutien. L'un des cas les plus connus est celui de Gleb Kerakulov. Il était officier au service fédéral de protection de la Russie, responsable des communications sécurisées pour les plus hauts dirigeants du pays. En 2022, il a fui en Turquie avec sa famille, déclarant ne plus pouvoir soutenir ce qu'il qualifiait de guerre criminelle. Aujourd'hui, en exil, il critique ouvertement le gouvernement, espérant que sa décision incitera d'autres à s'exprimer aussi. Il y a aussi Igor Voloboyev. Il était auparavant un haut dirigeant de Gazprom Bank. Il est originaire d'Ukraine. Quand la guerre à Chag a éclaté, il a choisi de ne pas rester dans un pays qui attaquait sa terre natale. En 2022, il a quitté la Russie et s'est rendu à Kiev, demandant la citoyenneté ukrainienne et essayant même de rejoindre leur armée. Depuis, il s'est exprimé publiquement sur les tactiques russes et sur le manque d'honnêteté qu'il percevait dans toute l'opération. Cependant, la plupart des déserteurs ne sont pas des hauts gradés, mais de simples soldats présents sur le front. Silver, un soldat opérant des drones pour les unités Stormzer russes, a fait défection en 2024. Il a dit avoir vu ses commandants tuer des civils et leurs propres hommes, ce qui l'a poussé à changer de camp. Dans un ultime acte de rébellion, Silver a fait sauter le quartier général de son unité avant de s'enfuir, brûlant définitivement ses ponts derrière lui. Il combat désormais avec un groupe russe qui aide l'Ukraine et s'est exprimé sur ce qui l'a poussé à s'enfuir. Mais même avant ces rebelles relativement récents, nous avons vu des signes de désillusionnement. En 2022, un parachutiste nommé Pavel Filatiev a abandonné son poste et a publié un rapport détaillé sur ce qu'il a vécu. Il a parlé de son unité qui volait dans les maisons juste pour survivre et a dit qu'il n'avait souvent ni nourriture ni équipement en état de marche. Son histoire était brute et troublante. Un autre cas est celui de Daniil Frokin. Il n'est pas seulement parti, il a aussi avoué des crimes pendant qu'il servait en Ukraine. Il a blâmé la direction et a dit qu'il ne pouvait plus participer à une guerre en laquelle il ne croyait plus. Tous ces hommes avaient des rôles différents. Soldats, fonctionnaires ou hommes d'affaires, ils partageaient le moment où ils ont réalisé ne plus pouvoir participer à cette guerre. Leurs récits révèlent la profonde détérioration de l'effort de guerre russe. Ils n'étaient pas des rebelles au départ, mais la guerre les a poussés à s'exprimer. Heureusement pour ces âmes courageuses qui souhaitèrent s'échapper, de l'aide est venue pour faciliter ce processus. L'Ukraine a mis en place un moyen pour les soldats russes qui veulent fuir la guerre. Depuis 2022, ils mènent un projet appelé Je veux vivre. Il offre aux soldats des voies sûres pour se rendre ou faire défection. Le plan utilise des lignes téléphoniques, des canaux en ligne, et même des messages largués par des drones pour atteindre directement les troupes dans un objectif simple. Aider les soldats à quitter le champ de bataille et à se rendre en toute sécurité aux autorités ukrainiennes. Certains finissent par rejoindre un groupe appelé la Légion pour la liberté de la Russie. D'autres reçoivent une protection, et des milliers ont déjà emprunté cette voie. L'Ukraine ne se contente pas d'aider à fuir, mais encourage aussi publiquement les soldats à quitter la guerre. Ces campagnes présentent de vrais exemples de déserteurs bien traités, facilitant ainsi la confiance des autres dans le processus. Il y a même eu des cas où des familles ont été réunies grâce à un soutien extérieur. Ces histoires ne parlent pas seulement de la guerre, elles montrent aux soldats que choisir de partir ne signifie pas être puni. Un ancien soldat anonyme a déclaré dans les médias ukrainiens: « Ils ont promis des médailles, mais je n'ai vu que du sang et des engelures. Quand j'ai découvert la ligne d'assistance, j'ai su que c'était ma seule chance. » Un autre a déclaré préférer mourir en tentant de s'évader plutôt que de rester un jour de plus, affirmant que l'Ukraine ne lui avait pas tiré dessus. Ils m'ont offert de la soupe et un appel téléphonique, un geste touchant. D'autres pays, en plus de l'Ukraine, ont également commencé à apporter leur aide. La Géorgie et le Kazakhstan ont ouvert leurs frontières aux personnes qui évitent de la conscription et à celles qui quittent l'armée. Depuis le début de la guerre, des centaines de milliers de personnes ont afflué dans les deux pays. Malgré des problèmes de visa pour certains, beaucoup ont trouvé la sécurité pour l'instant. Le message est clair, il existe des endroits prêts à aider. La France a aussi agi en offrant un refuge à des déserteurs très connus. L'un d'eux mène un groupe aidant les soldats à s'enfuir et trouver l'asile. Il collabore étroitement avec les autorités occidentales et vit sous leur protection. Son rôle est de connecter les évadés avec la sécurité et de partager leurs récits pour montrer aux autres qu'ils ne sont pas isolés. Ces efforts compliquent le contrôle des soldats russes par leur hiérarchie. Pour chaque personne qui s'échappe, le système perd un peu plus de contrôle. Et c'est ce genre de changement qui bouleverse tout.
Ce soutien de l'Ukraine et d'autres nations donne de l'espoir aux soldats, mais le chemin vers la liberté reste semé d'embûches. Cependant, malgré les nombreuses histoires de ces fugitifs qui ont réussi, s'échapper n'est pas facile, et tout le monde n'y parvient pas. Des soldats rejoignent des pays voisins tels que l'Arménie ou le Kazakhstan, où ils peuvent se fondre dans la masse ou demander l'asile. Certains atteignent l'Europe, espérant recommencer leur vie comme réfugiés, mais beaucoup n'y parviennent pas. Le gouvernement russe réprime sévèrement. Depuis 2022, de nouvelles lois ont fait de la désertion un crime grave, avec des peines de 10 à 15 ans de prison. Même se rendre aux forces ukrainiennes est désormais considéré comme une trahison, ce qui peut signifier passer sa vie derrière les barreaux. La police militaire patrouille les bases et les routes de transport, avec des points de contrôle près des frontières pour attraper les déserteurs. Pour ceux qui se font attraper, les répercussions sont sévères. Souvent enfermés dans des prisons de fortune, telles que des tentes ou des conteneurs métalliques, ils ont peu de nourriture, pas de chauffage et subissent les menaces constantes des gardes. Certains subissent une punition encore pire. Ils sont envoyés dans les unités Storm Z. Ce sont des groupes spéciaux de déserteurs, prisonniers, et personne que l'armée veut punir. On leur confie les missions les plus dangereuses, comme attaquer les lignes ennemies sans aucun soutien, en sachant qu'ils ont peu de chances de survivre. L'objectif est d'effrayer les autres soldats pour les empêcher de partir, mais sans succès. Quand on sait que se faire attraper signifie partir en mission suicide, fuir semble être la seule option. Il y a même des histoires de soldats tués sur le champ pour servir d'exemple aux autres. La peur qu'ils instaurent pousse de plus en plus d'hommes à prendre le risque de s'évader. La rigueur des règles gouvernementales reflète le désespoir de la situation. Cette crise touche plus que les soldats déserteurs. La conscription affecte non seulement les familles et les communautés restées au pays, mais dans certaines régions, elle est particulièrement sévère et ciblée. Les rapports montrent que les hommes issus de villages ruraux pauvres, de communautés ethniques minoritaires comme les Bouriates, les Daguestanais et les Touviens, sont enrôlés à des taux bien plus élevés que ceux de Moscou ou de Saint-Pétersbourg. L'État croit pouvoir exercer plus facilement des pressions sur ces groupes qui paient le prix fort. Pour beaucoup, cela ressemble moins à un service qu'à être considéré comme jetable. Dans les petites villes et cités à travers la Russie, les gens commencent à parler plus ouvertement de la guerre, même si cela reste risqué. La conscription aggrave la situation et augmente l'anxiété partout. La Russie a du mal à trouver des volontaires pour combattre et oblige donc les hommes à s'enrôler dans l'armée. Des gens de tous âges, des ados au quinquagénaire, sont brusquement enlevés de chez eux ou de leur travail. D'autres reçoivent une lettre, d'autres sont attrapés dans la rue. Presque tout le monde connaît quelqu'un envoyé au front ou disparu en tentant de s'échapper. Cela change la perception du gouvernement par les gens. Auparavant, ils faisaient croiser confiance à leurs dirigeants pour prendre soin d'eux, mais maintenant, ils voient un système menaçant. On estime même qu'en 2024, plus de 100 000 jeunes hommes ont fui la Russie pour éviter la conscription. Et ce nombre est probablement encore plus élevé en 2025. C'est la résistance silencieuse dans toute sa splendeur. La résistance s'accroît discrètement. Dans les zones rurales, les familles cachent leurs fils lorsque les recruteurs passent, les envoyant chez des proches ou les gardant hors de vue. Dans les villes, de petits groupes se forment pour aider les jeunes hommes à éviter la conscription. Certains de ces réseaux opèrent sous des noms comme « Va par la forêt », un clin d'œil à l'ancienne tactique de dissidence soviétique consistant à se cacher de l'État. Ils utilisent des applis de messagerie chiffrées et des PDF cryptés camouflés en documents inoffensifs. Un groupe a divulgué des cartes et itinéraires de bus des recruteurs militaires, permettant à des dizaines de personnes d'échapper à la conscription forcée. Ces mouvements clandestins incarnent la nouvelle résistance civile russe. Pas de manifestations bruyantes, mais un sabotage minutieusement planifié. Ils donnent des conseils sur les routes sûres pour fuir le pays ou comment feindre des problèmes de santé. Ces réseaux sont risqués, et toute personne prise en train d'aider un insoumis risque la prison. Malgré tout, ils se propagent car les gens sont désespérés. Les menaces du gouvernement, telles que l'arrestation des familles ou l'emprisonnement des déserteurs, ne font qu'accroître la colère de la population au lieu de résoudre le problème. Plus le Kremlin essaie de tout contrôler, plus les gens résistent. Ce n'est pas une rébellion bruyante, mais c'est un signe que les gens commencent à dire non, à leur manière. Maintenant, comme vous pouvez l'imaginer, le gouvernement déteste cela et essaie tout pour l'arrêter. Les médias d'État qualifient les déserteurs de lâches ou de traîtres, disant qu'ils laissent tomber la Russie. Ils font passer l'idée que la guerre peut encore être gagnée, qu'il s'agit de protéger le pays, mais les gens n'y croient plus comme avant. Malgré une forte censure, Internet regorge d'histoires de soldats ayant déserté. Ces messages se propagent vite, surtout chez les jeunes déjà méfiants envers le gouvernement. Le Kremlin a essayé de bloquer WhatsApp et Telegram, où les soldats et les réfractaires échangeaient des informations, mais les gens trouvent des moyens de contourner ces blocages. Plus le gouvernement essaie de faire taire ses voix, plus elles se font entendre.
C'est une bataille perdue d'avance pour le Kremlin, révélant leur manque de contrôle réel. Comme si tout ce chaos ne suffisait pas, cette crise frappe durement l'économie russe. La guerre était déjà coûteuse, mais perdre autant de jeunes hommes aggrave encore la situation. C'est un coup dur pour un pays qui a besoin de travailleurs. Les usines n'arrivent pas à trouver assez de personnel. Les projets de construction sont à l'arrêt. Les petites villes se vident au fur et à mesure que les familles partent retrouver leurs fils à l'étranger. Le gouvernement continue de dépenser pour la guerre, mais il néglige les écoles, les hôpitaux et les routes. Les gens le remarquent, et cela ne fait qu'ajouter à leur frustration. Les gens pensent que le gouvernement se préoccupe davantage de la guerre que du bon fonctionnement du pays. Cette crise modifie également la perception de la Russie dans le monde. Les autres pays remarquent les faiblesses de l'armée. Des alliés comme la Chine ou l'Iran pourraient continuer à collaborer avec la Russie, mais ils voient les fissures. Les pays qui comptent sur la Russie pour des armes ou du soutien commencent à se demander si elle peut vraiment tenir ses promesses. Pendant ce temps, les nations qui s'opposent à la Russie, comme celle de l'OTAN, voient ces désertions comme une occasion de renforcer les sanctions ou d'apporter un soutien accru à l'Ukraine. L'image de la Russie comme puissance forte est écornée. Un pays qui n'arrive pas à garder ses soldats au combat ne ressemble pas à une superpuissance. Cela pourrait compliquer l'influence de la Russie sur le monde dans le futur, d'autant plus si la guerre continue de drainer ses ressources. La guerre elle-même en ressent l'impact. L'Ukraine profite des faiblesses de la Russie, frappant là où les unités manquent d'hommes ou de morale. Ils utilisent en ça des informations, parfois de soldats déserteurs, pour cibler des points stratégiques. Cela complique pour la Russie la conservation du territoire conquis. À Bakhmut, les lignes russes se sont effondrées plus rapidement que prévu dans certaines zones où les nouvelles recrues ont simplement refusé d'avancer. À Kharkiv, des escouades entières se sont repliées sans ordre, laissant des brèches que l'Ukraine a rapidement exploitées. Ce ne sont pas des incidents isolés, mais des signaux d'alarme. La hausse des désertions pourrait permettre à l'Ukraine de gagner du terrain, non seulement sur le champ de bataille, mais dans l'ensemble de la guerre. Pour la Russie, une question épineuse se pose. Pendant combien de temps peuvent-ils poursuivre le combat, alors que leurs soldats désertent ? Le gouvernement pourrait devoir réduire ses opérations, ou même se retirer de certaines zones, nuisant ainsi à son image nationale et internationale. En Russie, le gouvernement peine à maintenir le contrôle. Les désertions révèlent un problème plus profond. L'armée russe ne perd pas seulement des hommes, elle perd aussi la confiance qui la maintient unie. Pendant des années, le gouvernement a bâti son pouvoir sur l'idée de la force. Mais maintenant, avec des soldats qui fuient et des familles qui s'opposent à la guerre, cette notion s'écroule. Le Kremlin essaie de maintenir tout cela avec des menaces et de la propagande, mais ça ne fonctionne plus comme avant. Quand vos propres soldats préfèrent aller en prison plutôt que de se battre, quand votre propre peuple cache ses enfants pour les protéger, vous ne perdez pas seulement une guerre, vous perdez la confiance qui maintient un pays uni. La suite dépendra de la gestion de la situation par la Russie. Si les désertions persistent, l'armée pourrait ne plus être en mesure de poursuivre le combat. Cela pourrait forcer le gouvernement à négocier avec l'Ukraine ou à céder du terrain. Mais reculer ferait paraître le Kremlin faible, surtout après avoir qualifié la guerre de combat crucial pour la Russie. Cependant, plus de conscription et de sanctions risquent d'aliéner encore plus de gens. Le gouvernement est à court de bonnes solutions. Chaque soldat qui s'enfuit, chaque famille qui résiste, rend la tâche plus difficile au Kremlin pour continuer. Il ne s'agit pas seulement de la guerre en Ukraine. Il s'agit d'un pays à un tournant, où les choix faits maintenant pourraient façonner ce que la Russie deviendra pour les années à venir. Même les soldats qui tiennent encore les lignes montrent des signes de faiblesse. Ils savent que leurs camarades disparaissent et que le soutien est mince. Certains restent par peur, d'autres par habitude, mais beaucoup ne font que compter les jours. Leur silence, leurs regards et leurs plans d'évasion indiquant tous la même vérité. Que toute loyauté qui existait autrefois s'épuise rapidement. Leur choix de rester, de fuir, de résister à leur manière rappelle le prix que cette guerre impose. Il ne s'agit pas que de batailles ou de territoires. Ce sont des gens à qui on a promis quelque chose qui valait la peine de se battre et qui n'ont trouvé que des mensonges. Leur décision envoie un message qui va bien au-delà de la guerre, montrant un pays qui lutte pour ne pas s'effondrer. Cette histoire est encore en train de s'écrire, et elle comptera pendant longtemps. Parce que quand une armée commence à fuir son propre pays, les fissures ne sont pas seulement sur le champ de bataille, elles sont dans les fondations même.